Minasama Kumbawa. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être parmi vous à l'Institut français du Kansai pour le lancement de cette édition de la Nuit des idées. Je crois que c'est nous qui sommes les premiers, en vertu de la géographie qui place le Japon sur un fuseau horaire qui nous permet de lancer cette troisième édition. Et c'est un grand plaisir d'être ici à Kyoto, qui est une ville de culture, une ville d'idées justement, pour lancer cette troisième édition qui a encore plus que les éditions précédentes, le mérite de faire circuler dans le monde entier les idées avec une mobilisation de tout le réseau français à l'étranger, sur 5 continents, dans 60 pays et des centaines de manifestations. Pourquoi cette nuit des idées ? Eh bien parce que je pense que nous sommes dans un moment de l'histoire de l'humanité où, plus que jamais, le débat d'idées est nécessaire. Nos pays sont confrontés à des phénomènes mondiaux, ce qu'on appelle la mondialisation, et ils ont à faire face à des défis qui souvent sont communs, et le partage d'expériences, le partage d'idées est plus que jamais nécessaire pour faire face à ces défis, et pour essayer aussi de trouver des solutions ensemble à ces problèmes, des solutions collectives. Je crois que le thème de cette année, l'imagination au pouvoir, est directement lié à des phénomènes historiques qu'on a connus. On fêtera cette année le 50e anniversaire de mai 68. Mais au-delà, je crois que nous avons tous le sentiment, la perception que nous sommes à un moment de l'histoire où, là aussi, les choses peuvent basculer dans un sens ou dans un autre, et qu'on a besoin de ces échanges intellectuels qui mobilisent tous les domaines de la pensée humaine, tous les domaines de l'activité humaine, de la création, pour répondre à ces défis, à ces enjeux. Et donc je crois que c'est là toute la valeur de cette nuit des idées, et en particulier cette année avec ce thème. Par rapport aux années passées, et notamment pour ce qui a été organisé au Japon, cette année nous avons fait le choix d'organiser cette nuit des idées à Kyoto, mais nous sommes évidemment en liaison directe avec Paris, donc je salue nos amis parisiens de l'Institut français, et également avec le lycée français international de Tokyo, qui j'espère contribuera à nos échanges ce soir. Et demain, là aussi, les fuseaux horaires aidant, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, arrivera à Tokyo pour une réunion très importante dans la relation franco-japonaise, et on verra son message pour la 3e édition de cette Nuit des idées du Japon. Et donc pour nous, c'est un grand honneur de pouvoir accueillir notre ministre après ce débat que nous aurons eu ici à Kyoto. Donc l'imagination au pouvoir, c'est aussi un clin d'œil, je pense, à ce qui se passe en France, et à ces changements qui sont voulus par les autorités françaises et qui participe du sentiment qu'il faut porter un regard nouveau sur l'organisation de notre société, essayer de trouver des solutions nouvelles à nos problèmes, évoluer, avancer. Et là aussi, on a besoin, je crois, des intellectuels, et je pense que c'est la raison aussi pour laquelle on souhaite perpétuer cette tradition, ce qui est devenu une tradition maintenant de cette nuit des idées à l'échelle de la planète. Entre la France et le Japon, le débat d'idées est extrêmement important. Nous sommes des pays très différents, mais en même temps, nous avons des défis communs, j'y insiste. Et le débat d'idées nous permet d'ouvrir des discussions sur des sujets de société qui sont parfois même difficiles à débattre dans la société japonaise. Et la France, en organisant ce débat d'idées, aussi bien dans le cadre de l'activité du réseau culturel que aussi par la contribution de la maison franco-japonaise, qui est donc et de l'Institut français de recherche sur le Japon qui y est installé, contribue justement à ces débats sur les sujets de société avec une équipe de chercheurs dont nous avons un représentant ce soir parmi nous. Et je crois que c'est très utile parce que ça nous permet de nourrir ces relations entre intellectuels qui sont nécessaires. C'est aussi nécessaire parce que la relation japonaise a cela de particulier qu'elle permet une résonance entre nos artistes, entre nos peuples sur leur passion commune pour la culture, qui peut peut-être d'ailleurs évoluer
compte tenu de ce qu'est notre monde. Et je crois qu'on pourra en parler ce soir. Et donc, c'est d'autant plus important d'être tous là ce soir pour avoir aussi un moment d'échange sur ce sujet. Alors, comment est-ce qu'on va parler de l'imagination au pouvoir ce soir ? Grâce à un panel extrêmement prestigieux avec un philosophe, un artiste, un spécialiste de l'esthétique et un chercheur aussi spécialiste du Japon et qui vient, lui, de la maison franco-japonaise. Le choix qui a été fait, c'est de traiter ce sujet sous l'angle de la notion de l'utopie, avec un regard historique aussi sur ce qu'a été cette utopie, en partant par exemple de ce qui s'était passé au Japon en 1970 avec l'exposition universelle d'Osaka, qui avait pour slogan le progrès et l'harmonie pour l'humanité. Et donc on voit bien que beaucoup de chemin a été parcouru depuis lors. Et puis il y a aussi tout ce qui concerne l'avant-garde japonaise, artistique et intellectuelle, avec cette jeunesse qui était porteuse de nouveaux idéaux et des événements politiques et sociaux particulièrement marquants pour la décennie précédente, avec les JO de 1964 par exemple, le mouvement étudiant, l'opposition à la construction de l'aéroport de Narita, qui d'ailleurs pour les visiteurs étrangers à l'époque était extrêmement prégnante puisqu'on était soumis à une espèce de forteresse. Donc il y aura ce regard sur l'histoire aussi qui permet d'éclairer les enjeux contemporains avec ce questionnement de l'utopie. Alors nos invités, Kei Ozawa, qui est au premier rang mais qui va rejoindre cette tribune dans peu de temps, qui nous parlera, qui fera une mise en perspective des mouvements artistiques japonais en 70 et de leur résonance actuelle. Mathieu Capel, donc, de la maison franco-japonaise, qui parlera des vicissitudes de l'utopie chez les cinéastes japonais et leur quête du réel, c'est bien ça. Elie During, un philosophe qui nous vient de Paris et qui évoquera sa théorie des rétrofuturs et la fonction créatrice qu'ils remplissent dans la culture contemporaine. J'espère que je ne me suis pas trompé. Et enfin, l'artiste Noboru Tsubaki, qui montrera à partir d'exemples comment la société japonaise entretient un rapport complexe avec le pouvoir d'un côté et l'utopie de l'autre. Donc cette tension entre pouvoir et utopie que l'expression l'imagination au pouvoir essaie justement d'agréger de manière créatrice. Donc voilà, je suis à nouveau très curieux des échanges qui vont avoir lieu maintenant. Je souhaite surtout que cet échange soit un vrai échange. Donc après chaque intervention de nos panélistes, le public évidemment est invité à participer, à contester, à critiquer, à proposer. Et j'espère que ce débat sera aussi fructueux que possible, grâce aussi à notre maîtresse des cérémonies qui animera cette discussion. Donc merci encore d'être là et je pense que nous pouvons être fiers d'être les premiers à participer à cette édition de la Nuit des idées. Bon débat. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis la modératrice de cette soirée, Nobuko Ishino. Donc, ce soir, nous avons un cadre idéal pour la discussion dont la thématique est écrite sur l'écran. Donc, l'imagination au pouvoir ou le réel comme utopie. J'avoue que c'est très difficile, même en japonais, je ne comprends pas tout à fait ce que ça voulait dire. Le thème me semble très français. En tout cas, la traduction en japonais se laisse interpréter de multiples façons. C'est un titre très mystérieux, disons. Que signifie d'abord l'imagination au pouvoir ?
Est-ce la revendication d'une société dans laquelle l'imagination aura un pouvoir, ou bien est-ce un slogan aspirant à une société susceptible de permettre à chacun de vivre selon sa propre inspiration, avec son imagination librement déployée? Et quant à la deuxième partie, le réel comme utopie, et ça, ce n'est pas facile à comprendre, ça sonne presque comme un oxymore. Est-ce qu'on est censé se féliciter de vivre dans une société se donnant comme une utopie? Je ne crois pas. C'est un thème semé de pièges, je sens. Ça me paraît même périlleux. C'est vraiment un thème très très français, donc périlleux et astucieux. Donc nous allons aborder un sujet difficile. Et pour ma part, je vois deux indices pour comprendre la thématique. D'abord, revenons au thème en français, l'imagination au pouvoir. Alors, je vais dire moi-même, en français, l'imagination au pouvoir. Donc, voilà, vous comprenez? Vous comprenez? L'imagination au pouvoir. On m'a appris ça tout à l'heure, on m'a écrit phonétiquement en japonais. Alors, c'est un clin d'œil, bien sûr, à mai 68, comme l'a rappelé monsieur l'ambassadeur. À l'époque, donc, dans ce mouvement de contestation, il y avait plein de slogans, et dont, donc notamment, ce slogan, l'imagination au pouvoir. Alors, donc, je crois savoir que l'événement est célébré partout dans le monde, dans plus de 60 pays et plus de 100 dans plus de centaines de villes, et avec le décalage, Kyoto est le premier lieu à ouvrir, donc inaugurer ce débat, et c'est même diffusé à des différents endroits. Alors donc 2018 sera l'année du 50e anniversaire de l'événement. Donc le slogan de l'époque revient dans la thématique générale de la Nuit des idées. Ça représente des contestations des jeunes Français de l'époque. Il est donc temps de faire le bilan de ce qui s'est passé dans le monde au cours de ces 50 ans. Voilà, donc c'est le premier point. Et comme disait Monsieur Pic, c'est vrai que c'est très très important de revenir à ce sujet. Et le sujet m'interpelle vraiment. Quelque chose va se passer. Alors, le populisme sévit, gagne du terrain un peu partout dans le monde. Donc, le sujet me paraît d'autant plus important. Et la deuxième piste, c'est l'exposition universelle d'Osaka. L'effervescence de mai 68 est arrivée jusqu'au Japon, mais la plupart de nos citoyens étaient complètement absorbés par l'attente de la tenue de l'exposition universelle, qui devait se tenir 2 ans plus tard. Donc en 1970, donc le thème du progrès et l'harmonie pour l'humanité a mobilisé 64 millions de personnes, chiffre record, hein. Donc ça veut dire que plus de moitié de la population s'est mobilisée pour venir ce qui se passait sur le site. Donc le site futuriste a été le fruit d'un grand déploiement de talents de l'art contemporain et d'avant-garde. Ce site incarnait une utopie fondée sur la technologie. Est-ce que ce futur qu'on a fait miroiter était vraiment une utopie? Donc ça renvoie à la deuxième partie, donc le réel comme utopie.
La candidature de la ville d'Osaka pour l'exposition universelle de 2025 ne pourra que contribuer à l'intérêt de notre discussion de ce soir. Par ailleurs, je crois que Paris abandonnera peut-être justement abandonner la candidature. Et aujourd'hui, nous avons des intervenants venant de tous les horizons. Et d'abord, nous laisserons à peu près 20 minutes à chaque intervenant, donc qui va décliner le thème à sa guise et proposera différentes problématiques. Et après donc la présentation, nous aurons une séance de questions-réponses, donc qui servira aussi de temps pour des échanges. Et je ne sais pas si, j'espère faire monter les opinions du public aussi. Mais donc, après chaque intervention de 20 minutes, il y aura une séance questions-réponses de 10 minutes qui nous permettra d'échanger nos avis. Donc, d'abord, M. Osawa va commencer. Ensuite, Mathieu Capel aura la parole. Ensuite, Elie During et M. Tsubaki vont suivre et pour présenter leur présentation. M. Osawa va donner sa présentation en japonais. Monsieur Mathieu, qui est très très fort en japonais, mais qui fera sa présentation en français. Monsieur Deling, français aussi. Alors, je ne sais pas du tout où nous allons arriver, mais je donne la parole à Monsieur Osawa. Monsieur Osawa, s'il vous plaît. Merci, madame. Donc, les entretiens en français ont l'habitude, ont la tradition de se perpétuer, donc je ferai bien attention à être bref et ne pas trop rallonger le débat. Dans mon intervention, j'essaierai j'essaie de faire une introduction au débat général qui vont suivre mon intervention et vous présenter en vous présentant quelques mots-clés pour vous donner un contexte culturel général de nos débats. Tout à l'heure, Madame Michino l'a dit, en France, mai 68 a été un thème important, mais au Japon, c'était plutôt l'exposition universelle d'Osaka, qui est un événement historique pour les Japonais, et c'est un événement qui faisait l'époque après la période d'après-guerre pour le Japon. Quand vous visitez le parc qui commémore l'exposition universelle d'Osaka, il y a un pavillon qui a été conservé, qui présente l'héritage de cette exposition universelle. Donc c'est un lieu d'exposition qui montre les différents éléments qui composaient l'exposition universelle, comment c'est développé. Et vers la fin de l'exposition, il y a des objets qui sont très intéressants. La plupart des visiteurs sont fatigués et ils passent devant ces objets très intéressants, mais si vous prenez un peu plus de temps, ce sont des choses modestes, ce sont des revues datant de l'époque. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans ces revues ? Avant ces revues, on voyait des tracts ou des revues somptueuses, mais vers la fin, sur les papiers oxydés de ces revues, on trouve des choses très très variées. Voilà ce que j'ai trouvé dans ces tas de revues qui étaient montrées à la fin de l'exposition. C'est un numéro spécial avec la thématique la mort de Mishima, l'écrivain Mishima.
ça c'est la page de couverture à droite. Bien sûr, c'est la page que vous regardez, la page de droite, mais il faut regarder aussi la page de gauche. Celle-ci montre, donc c'est une revue qui a été publiée dans la deuxième moitié de septembre 1970. Donc ce sont des revues qui sont publiées dans cette période, portent ce type de photos. Ça c'est la revue Sunday Humanity, c'est en noir et blanc, mais c'est le contenu est un peu semblable. Donc l'exposition a eu lieu, a duré 6 mois et elle a accueilli 64 millions, donc c'est un grand nombre. L'exposition s'est terminée le 13 septembre. Et après la fin de cette exposition, le ton des articles sur l'exposition a changé complètement. Avant, c'était des éloges à l'exposition, mais après, à la fin de l'exposition, il y a des articles plutôt critiques à l'exposition. Et vous voyez ici, ce sont des paysages qu'on dirait de science-fiction, des articles, des reportages. Ce sont des déchets de l'exposition universelle. Et cette photo donc, qui a été exposée dans le pavillon qui est conservé. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à cette page? Donc quand on retrace le déroulement de l'exposition, on présente d'abord les parties les plus festives de cette manifestation qui montrait l'avenir, le futur du Japon, donc dans un espace un peu flottant qui était complètement dissocié de la société réelle. Et dépassant le 13 septembre, après le 13 septembre, ce monde, cet espace flottant change complètement de nature. Donc ça devient un espace qui s'autodétruit. En 1970, il y a eu l'extension du traité de sécurité nippo-américain. Il y a eu les problèmes de l'électricité. Il y a eu là aussi la guerre de Vietnam. Donc les conditions historiques à l'époque étaient très complexes pour le pays. Donc la réalité est revenue après la fin de l'exposition universelle. Alors si on retourne au 13 septembre, voilà, ça c'est la cérémonie de fermeture ou clôture de l'exposition qui a l'air toujours festive. Et l'harmonie et le progrès de l'humanité qui était la thématique générale de l'exposition universelle. Il s'agit bien sûr d'une fiction, mais voilà, ça c'est cette photo représente l'harmonie qui était aussi le thème de l'exposition. Et cette exposition universelle qui était dissociée, complètement dissociée, disconnectée de l'histoire, a elle-même une histoire. Il y a eu la visite des célébrités, mais il y a aussi des incidents pendant la durée de cette exposition universelle. Alors c'est un document un peu étrange et c'est très intéressant quand vous commencez à lire. Alors ce ne sont pas des articles de presse, il s'agit d'un rapport ou compte-rendu rédigé par la police d'Osaka sur l'exposition universelle. C'est un compte-rendu policier
sur l'exposition universelle d'Osaka. Et selon ce document, il y a eu des manifestations, au nombre total de 8 manifestations pendant la durée de l'exposition, en mobilisant 1300 personnes environ. Donc ce sont des chiffres très précis donnés par la police d'Osaka. Et à droite en bas, donc c'était des manifestations qui se sont terminées en paix, sans incident à signaler. Voilà, vous voyez ici les données concernant chaque manifestation qui a eu lieu pendant l'exposition. Regardez le personnage qui est à droite en haut. C'était un happening, c'était un événement c'était un incident appelé hijack. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un mois après l'ouverture de l'exposition, il y a eu la tour de soleil qui était le symbole de l'exposition. Et tout en haut de cette tour, la tour de soleil, il y a le visage d'or, et dans l'œil, dans un des yeux de ce visage, un homme s'est incrusté ou s'est squatté. On l'a surnommé homme de l'œil. Il a été par la suite arrêté par la police, mais c'est une photo qui a été prise et qui a rappelé aussi le piratage de l'avion Yodogo. Et cet homme a déclaré qu'il ne descendrait pas de la tour jusqu'à ce qu'il pulvérise l'exposition. Il y a un autre artiste qui est présenté sur la page de gauche en bas, qui est présenté comme un hippie, qui s'appelle Itoi Kanji Dadakan, surnommé Dadakan. Je pense que c'est un performeur d'avant-garde, le plus ancien au Japon, et depuis à la fin de la guerre, il a commencé à faire des performances artistiques, des actions artistiques. Et le 27 avril, il a hissé le drapeau avec le slogan de Behelen, le mouvement contre la guerre de Vietnam, de not kill. Et il a fait le tour de la tour du soleil, tout nu. Et il a appelé ça qu'il a considéré lui-même une de ses œuvres. Donc c'était un incident qui a été repris dans le rapport de la police d'Osaka. Donc il y a ces incidents, ces événements qui sont très intéressants, mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que l'exposition qui était censée montrer une utopie, il y a un élément historique, un événement qui s'est inséré dans cet espace censé être utopique, avec des méthodes modernes comme action, performance, happening. L'État qui avait le pouvoir absolu a été confronté à une réalité absolue. Donc ce sont des incidents qui ont introduit un élément, l'histoire dans cet événement qui était dissocié de la réalité. L'exposition universelle a commencé en 1960
Mais déjà dans les années 60, vers la fin de cette décennie, il y a eu des mouvements artistiques d'avant-garde qui ont annoncé, qui ont publié des déclarations contre la tenue de l'exposition. Par exemple, il y a eu des artistes, des designers qui se sont opposés, qui étaient opposés à l'exposition, se sont rassemblés à Tokyo et ils ont présenté un manifeste anti-expo universel. Et il y a aussi un rassemblement des artistes à l'initiative d'une revue critique de design pour défier l'impossible. Ils se sont réunis au Chanomizu, dans la partie centrale de Tokyo. Donc aujourd'hui, c'est difficile à imaginer, mais l'exposition universelle de 2025, donc Osaka est candidate pour faire venir cette exposition universelle. Mais que signifiaient les mouvements d'opposition des artistes ou des architectes qui s'étaient opposés à l'exposition universelle de 1970. Des artistes, des intellectuels, des designers qui ont participé à ce mouvement anti-expo universel, dont notamment le groupe qui est déjà connu dans l'histoire d'art, le Kokuin. Il y a le groupe de la dimension zéro, groupe Kumo, Kurohata. Donc ce sont des groupes Angura, underground. Il y a eu le photographe Zaka Kenji, par exemple, et quelques autres particuliers ont participé à ce grand mouvement. Pendant 6 mois, plusieurs dizaines de fois, ces groupes ont organisé des événements anti-expo universelle à l'université de Kyoto le 10 juin 1969. Pendant ce festival, ils ont organisé un Black Festival pour pulvériser l'exposition universelle sur le campus de Kyoto. Donc il y a eu des manifestations, des événements, des actions organisées par le groupe anti-exposition universelle. Ce mouvement qui était enraciné dans avec le développement technologique presque automatique, il y a l'évolution de l'humanité vers un avenir radieux. Donc c'était leur mouvement anti-exposition était un questionnement de cette idée de l'évolution de l'humanité vers un avenir radieux, vers une utopie. Ils ont questionné les dispositifs mis en place pour faire croire aux populations cet avenir fictif. Pour les artistes, évidemment, la grande question était de savoir quel était l'avenir vers lequel ils devaient se mobiliser. Il y a des artistes qui représentaient l'avant-garde. Et ils ont été intégrés au système. Donc l'avant-garde avait déjà commencé son virage vers la pseudo-avant-garde. Donc il y avait un sentiment de crise, risque. Et c'est une photo icône.